dans la guerre. Expérience de notre âge racontée par la peinture, pas dans une illustration concentrée, mais avec clarté. Adolphe Gottlieb, l'un des expressionnistes abstraits naissants, exprima le contenu de cette pensée dans la communauté d'art de New York pendant ses années de péril. Il signala en 1942 que les artistes avaient toujours été considérés comme les repères de la culture, mais que chaque époque a son image. La maladresse de Pollock à dessiner les mains et les pieds, excepté les pattes, a souvent été observée et c'est encore une évidence sur ce tableau, personnage sténographique. Une toile grinçante toutefois, une sorte de tête de clown, avec son nez protubérant en forme de bulbe qui semble sortir du visage comme le diable de sa boîte. Au début, cette tête donne l'impression d'un épouvantable légume. La décision de Pollock de rebaptiser ce tableau « personnage sténographique » après l'avoir appelé « peinture » lui est venue de son désir d'apporter une seconde couche d'images, une dispersion de signes calligraphiés et au hasard de symboles recouvrant aussi bien l'arrière-plan que le personnage lui-même. Apparemment, quelques parties de la toile ressemblent à des caricatures du corps idéal de Pollock. Recherche pour un symbole. Les équations mathématiques, les pictogrammes et autres annotations semblables à celles trouvées par Thomson, archéologue anglais, sont jetés çà et là sur la toile, détruisant totalement la clarté du tableau. Pollock aurait considéré cette stratégie picturale comme un chaînon visible de son inconscient. Une des plus importantes conséquences des attaques répétées subies par Pollock a été sa continuelle recherche pour différencier et intégrer les côtés masculins et féminins de sa personnalité. Et la peinture était le moyen choisi pour illustrer le premier livret d'une exposition sur ce thème, posant ainsi la note dominante pour le reste de son travail. Titrée probablement après l'amour de Pollock pour les surréalistes, cette toile, l'homme et la femme, montre deux personnages totems debout, placés comme une icône devant la lumière sur un arrière-plan bleuâtre. L'œil ourlé et le torse rouge bien roulé en haut semblent indiquer que le personnage à gauche représente le côté féminin, alors que le personnage à droite est beaucoup plus ambigu, avec des caractéristiques anatomiques moins définies. Ces trois tableaux, la femme lune, la folle femme lune, la femme lune couple cercle, semblent former une petite série du fait de leur thème unique. Krachner reconnaîtra que la lune avait un terrible effet sur Jackson. Pollock en parlait souvent autour de lui, pas seulement à elle, mais aussi à Laszlo, ce qui lui permit d'interpréter cette fixation comme l'extériorisation des éléments fortement bipolaires de sa nature. Jackson Pollock fera référence au roman d'Herman Melville Moby Dick au moins 2 fois dans les années qui suivirent, dans la dénomination d'un animal et peut-être aussi dans les dizaines de gouaches et d'encre peintes sur le thème Pasiphae. Le tableau, bleu, Moby Dick, composé au départ de formes biomorphiques dignes de Miro, est dans sa partie la plus basse, visuellement plus suggestive que Pasiphae sur le rendu de la mer. La façon dont Pollock construisit sa toile, avec des petits mélanges de formes diffuses, s'approche du roulis des profondeurs de l'océan. Le poisson, ou ce qui apparaît être un animal marin, ballotte de ci de là sur les ondes, quoique aucune baleine blanche discernable ne soit en vue. Il ne semble pas qu'il y ait un parallèle pictural ou thématique quelconque entre Bleu, Moby Dick et Pasiphae. Il n'est même pas sûr que ce soit Pollock qui ait donné le titre à la gouache. La plaque centrale du tableau « Les gardiens du secret » est la partie la plus intéressante de la peinture. Elle semble représenter la face ou le haut d'un autel ou d'un cercueil, se plaçant simplement devant l'espace du spectateur.
Pollock couvrit cette surface avec des symboles hiéroglyphes évocateurs des anciennes civilisations. Il indique ainsi le message restreint contenu dans le titre. Une mise en garde pour ceux que les gardiens ne laissent pas passer. Pour suggérer que le secret se trouve bien dans le rectangle blanc, Pollock combine les sigles vaguement ésotériques avec des formes plus reconnaissables comme ce tracé d'un poisson. En tournant le rectangle à l'envers, au moins 2 personnages collés apparaissent. Réunis dans une sorte de rébus, ce mélange de signes siège en haut d'une surface vaguement brossée de coups de pinceau avec des sous-couches largement visibles de différentes couleurs. La danseuse de nuit, la cérémonie de nuit, la brume de nuit et la magie de la nuit font partie de la seconde période de Pollock. Tous ces tableaux comportent un arrière-plan sombre sur lequel il emploie des techniques de sgraffite, des rayures sur la surface, ainsi que d'autres techniques peu orthodoxes inattendues pour de la peinture. Une 5e toile sur ce thème, Bruit de la nuit, a été peinte à la même époque, mais exposée seulement en 1958. Dans Bruit de la nuit, Pollock reprend le masque esquimau de travers, utilisé quelque temps auparavant en l'associant à une autre de ses formes favorites, le croissant de lune. En reprenant aussi un artifice introduit dans L'homme et la femme, Pollock traite une partie de cette toile comme si c'était un tableau à la craie, esquissant ce qui semble être un oiseau rudimentaire, version plus grossière de sa toile, l'oiseau. Lors d'une exposition en 1945, à sa série des nuits, Pollock ajoute à nouveau 2 peintures sur le sujet du totem indien. En appelant ses toiles Totem Lessons, Pollock proclame une fois de plus son intérêt toujours vivant pour la recherche du surnaturel des natifs américains, intérêt renforcé par une publication sur les Amérindiens du magazine Dean, paru au printemps 1944. Dans cet exercice de style, Totem Lessons, Pollock poursuit sa tendance récente, évidente dans la série des nuits, à une organisation picturale plus diffuse, avec une symétrie atténuée et des sujets moins reconnaissables. Bien que le personnage totem soit perceptible au centre de la toile Totem Lessons 2, Pollock a disloqué plus encore formes et symboles, les disséminant au hasard de la surface du tableau. Comme dans Cérémonie de nuit, il ne semble pas y avoir de point focal dans Totem Lesson 1, aucun endroit où l'œil peut se poser plus de quelques secondes. Il n'est donc pas toujours facile de distinguer avec évidence où finissent les formes et où commence l'arrière-plan. Comme souvent dans l'art amérindien, il admire ce qui ne semble être qu'un voile de l'espace. Très vite, il étendit cette procédure quelque peu en opposition à ses peintures à l'huile. En regardant des œuvres comme Brume de nuit ou Le portrait de H.M., il paraît plausible, ainsi que l'a suggéré Robert Motherwell, que cette technique de destruction servait à exorciser toute réminiscence de Picasso, dont l'influence impitoyable, pensait Pollock, diminuait son propre développement créateur. L'examen minutieux de peinture murale révèle des petits personnages semblables à ceux de Miro, reproduits de façon rythmique à travers un espace étendu. Peinture murale fait nettement la soudure avec Les gardiens du secret de 1943. Évidemment toujours les totems et la psychologie, mais aussi un nouveau mode de travail qui sera inauguré l'année suivante et dans lequel l'énergie abstraite sera remplacée par les questions soulevées par le psychanalyste Jung. Gothique. Cette toile froide, une palette en vitrail, est peinte d'une manière différente des jaunes lumineux, des oranges et des tons rougeâtres de peinture murale. Cependant, dans les 2 cas, on ressent une égale tension sur tout le tableau, avec ses formes diffuses, délimitées par un trait noir, réparties d'un bord à l'autre de la toile. Quoique non représentatives, ces lignes noires suggèrent vraiment les mouvements du corps humain,
et la réaction du spectateur est provoquée par l'identification de ces mouvements aux danses arabes. Grâce au format horizontal de peinture murale, il est permis non seulement de visualiser la progression latérale des personnages à travers la toile, mais aussi les mouvements de l'artiste dans son processus de création. Sur cette toile, maintenant connue sous le nom de composition liquide 2, Pollock entremêle dans un tourbillon le vert, le bleu lumineux, le noir, le brun, utilisant des pigments totalement inhabituels. Sur toutes ces couleurs, un barbouillis de jaune, des coulées, des gouttes explosées en d'autres couches sombres. Par opposition au ton chaud de composition liquide 1, où l'on peut voir des triangles, des yeux, un clin d'œil sur les dessous de cette pigmentation en gouttelettes, aucune forme connue n'est discernable sur ce second tableau plus confus. Malgré son titre, une similitude particulière caractérise la toile « Oiseau aquatique », dont certaines parties s'apparentent à des explosions du tableau « L'homme et la femme », première toile à faire apparaître des aplats en éclaboussures et en coulées de peinture. Il y avait 7 en 8. Cette immense composition, presque la moitié de la toile « Tableau mural », est à la fois plus structurée et plus libre dans sa configuration. En réalité, cette répétition rythmique de formes presque identiques à celle de « Tableau mural » empêche la venue d'une fin éventuelle, utilisant des coulages de peinture presque classiques, comparés au pêle-mêle, au griffonnage et aux recherches des expressionnistes. Il y avait 7 en 8 pourrait être une démonstration de l'ultime expansion de Pollock dans un automatisme de revêtement linéaire développé sur des gravures réalisées sous la direction de Stanley William Hayter. Dessin. Certaines des particularités de ces dessins se rapprochent beaucoup plus de ces peintures. Notamment, ce manque délibéré de bord à bord en treillis peut être inspiré des compositions de Masson. En regardant mieux ces petits tableaux, l'observateur peut à nouveau ressentir que les sujets habituels de Pollock sont plus ou moins piégés cette fois, dans un tourbillon de petites courbes et de lignes chaloupées, désormais très différentes de ce que peut faire Masson, Matta ou Hayter. La configuration de ces petites toiles serait plutôt une réminiscence du style particulier du célèbre expressionniste russe Vassili Kandinsky des années 1910 et 1920. Cheval. Plusieurs ébauches de Pollock ressemblent à des gravures sur bois, à des croquis et des peintures de Kandinsky. Aucun pôle attractif n'est donné par la peinture et des espaces blancs subsistent toujours sur les bords de ces tableaux. En 1946, alors qu'il habitait temporairement une petite chambre au-dessus de son atelier, Jackson commença ce que Lee lui suggéra d'appeler « Accabonac Creek Series » quand son travail explosa hors de sa maison. Un des 8 tableaux de la série a même été fini sur le palier de sa chambre. Au moins, Pollock eut l'avantage de travailler dans son atelier converti en dépôt, déménageant dans son refuge final après avoir vécu dans une atmosphère surchauffée pendant 8 mois. Comme nous l'avons vu, son expression picturale ne s'améliora pas dans les années 40 sous l'influence de Picasso et spécialement de Miro. C'est donc avec une totale stupéfaction que nous découvrons la nouvelle variété et la richesse des teintes dans des peintures comme la clé, la tasse de thé, la vache aquatique. Si l'on observe ses précédentes œuvres, on ne trouve pourtant aucune trace de Miro ou Picasso, mais plutôt un rappel frappant des techniques mixtes et des touches cassantes des œuvres pré-fauvistes de Matisse. Le niveau d'émotivité de Pollock augmentera dans les autres toiles de cet ensemble. Coassement. Ce titre évoque des mouvements saccadés